Et bien voilà, le VPL XW5000S est enfin au plafond. Nous allons pouvoir le démarrer et regarder avec vous ce qui se trouve dans les menus. Parce que par rapport à l'ancienne série X90, enfin les 290, 590, etc., il y a eu quelques petits changements, quelques petits allègements, afin de pouvoir loger les nouvelles fonctionnalités de cette nouvelle série vidéoprojecteur, notamment dans l'amélioration de la gestion du HDR, que nous allons aussi tester dans cette vidéo. Donc je vais vous présenter les menus de ce vidéoprojecteur Sony VPL VW5000S. Alors là, on est sur la première page, la page d'accueil. On a envoyé un signal SDR 1080p, donc issu du lecteur de Blu-ray Ultra HD Oppo, parce que sa page d'accueil est en SDR 1080p. Comme nous voyons, là nous avons un premier preset de mémoire qui correspond, et le vidéoprojecteur basculera sur une autre mémoire lorsqu'on lui enverra du HDR, puisque depuis la série précédente de vidéoprojecteurs Sony, qu'il s'agisse du SDR, du HDR ou de la 3D, il y a des mémoires vierges par preset, ce qui rend les choses plus faciles à l'usage. Bon, sauf que pour le 5000S, il n'y aura pas de profil 3D, puisque ce vidéoprojecteur n'est pas compatible 3D. Alors dans les différents presets, nous retrouvons ce que nous avions jusqu'à présent dans tous les vidéoprojecteurs Sony, donc nous sommes en terrain connu, excepté le mode IMAX Enhanced, donc qui est une nouveauté, qui fait partie d'un nouveau preset. Alors je ne sais pas si ce preset commute automatiquement lorsqu'un film IMAX compatible IMAX Enhanced est lu par le lecteur et donc envoyé au vidéoprojecteur. En tout cas, on est allé voir déjà, et je vous montrerai tout à l'heure, mais il s'agit d'un preset dans lequel on peut manipuler tous les ajustements, à l'instar de ce qui se fait aujourd'hui sur Cinema, Film 1 par exemple, et les autres presets que nous connaissons déjà. On va revenir en arrière pour voir un petit peu ce qui se trouve. Donc le Reality Creation, donc, qui est le processeur qui permet d'améliorer la qualité de l'image en termes de détails. C'est quelque chose qu'on connaît, et on retrouve donc le réglage de résolution, le filtre de bruit, donc qui est un outil qui était déjà présent, et le DFO, donc le Digital Focus Optimizer, qui a toujours sa position on-off. Et le mode test évidemment pour voir quel est l'effet sur l'image du Reality Creation. Le Cinemax Black Pro, donc qui est la gestion de l'intensité du laser et les modes de gestion de contraste dynamique. Alors au niveau du laser, on retrouve la gestion du contrôle dynamique donc du laser avec son mode plein, donc c'est une optimisation du contraste. Le mode limité qui va favoriser une image plus lumineuse, donc la dynamique de l'image préservée et sera plus constante. Et le mode off évidemment pour le couper. Le niveau de sortie, donc il va toujours de 0 à 100, sachant que 0 correspond à peu près à 50% de la puissance du laser. Le Dynamic HDR Enhancer, donc il y a toujours ces trois positions, haut, médium et bas, et évidemment off. Alors là, je ne sais pas pourquoi sur du SDR, nous avons ce processing là plutôt que le processing de gestion dynamique de contraste. Bon, est-ce que c'est parce qu'il s'agit d'un modèle de pré-série ou est-ce que les choses ont un petit peu changé? Est-ce que c'est comme ça que les choses se passent aussi en SDR? Je ne sais pas. On verra certainement ça lorsqu'il y aura des tests des versions définitives de ces deux nouveaux vidéoprojecteurs Sony. Le Motion Flow, donc le fluidificateur d'image, qui rajoute des trames sur les cadences d'image des films, avec trois positions, hein. C'est ce qu'on avait en fait sur le 290. Donc le mode True Cinéma qui se rapproche des cadences film type cinéma, donc 24 images secondes. Le mode bas et le mode haut, avec un mode off évidemment si on veut le couper. Le réglage de contraste, c'est traditionnel, le réglage de luminosité, couleur, teinte, la sélection de la température de couleur, donc c'est ce que nous avions jusqu'à présent, donc on retrouve le D93, le D75, le D65, le D85, il y a les modes custom qui sont en fait des duplications des présélections
D93 à D55, donc ça permet d'avoir deux modes D65 par exemple, un pour le SDR et un pour le HDR, et le mode Custom 5 qui lui est le mode full boost, on va dire, qui permet d'exploiter la puissance lumineuse du vidéoprojecteur au maximum. Donc le sharpness, hein, c'est le réglage de netteté traditionnel. Dans le réglage expert, on retrouve la réduction de bruit, la réduction de la postérisation, la sélection du gamma, donc qui est comme d'habitude sur les vidéoprojecteurs Sony avec une possibilité de 1.8, 2, de 1, de 2, de 4, de 6 et des gammas 7, 8, 9, 10 qui sont en fait des gammas propriétaires, donc avec des formes non linéaires et qui peuvent s'adapter à une certaine mise en forme et un usage particulier si c'est de la photo ou si on veut reproduire le BT 1886. Donc, qui s'apparentait à ce qu'on avait avec des vieilles caméras, des vieux projecteurs cinéma et des télé CRT. Il faut voir lequel correspond bien entendu. On va revenir sur les autres sélections. Hein. Donc la réduction de bruit, il y a un mode automatique, un mode haut, mode milieu, mode bas, mode off. Le lissage, donc l'atténuation, la postérisation, on retrouve les trois modes et le mode off comme sur les séries précédentes et on se rend compte que certains filtres de bruit ont été supprimés de ce vidéoprojecteur. Donc ça, je pense que afin d'améliorer d'autres choses qui sont plus essentielles, Sony a fait le choix de faire de la place sur la puce qui est exploitée dans ce vidéoprojecteur. La correction des couleurs qui est le CMS. Donc ça c'est à utiliser pour les calibrages, hein. Si vous voulez on peut aller voir rapidement dedans. Donc on retrouve par composante de couleurs primaire et secondaire les modifications HLS, donc Hue, saturation et lightness, ici appelé brightness. Donc ça c'est du CMS traditionnel, hein. Donc on a le rouge, le jaune, le vert, le cyan, le bleu, le magenta. Voilà, ça c'est quelque chose de connu sur les vidéoprojecteurs Sony. La gestion automatique du mode HDR, donc ça rentre pas dans les optimisations, puisque les optimisations sont gérées par le mode dynamique, mais ça c'est la sélection de la courbe PQ de base qui sera exploitée quand on regardera du HDR. Donc toujours le mode automatique qui permet de choisir si on veut avoir du HDR10 et éventuellement du HLG quand le programme est en HLG, ou du HDR, ce qu'ils appellent référence, et éventuellement du HLG lorsqu'il y a du HLG. Pour rappel, le HDR référence, c'est un mode HDR qui vise à optimiser les reproductions des films qui sont étalonnés dans un espace HDR qui va monter jusqu'à 1000 nits. Et alors que HDR10 a une plage fonctionnelle, on va dire, plus vaste, plus étendue, plus ou moins sans limite. Donc après, on a la possibilité de sélectionner manuellement les différents modes HDR, hein, on commute dessus automatiquement. Alors, je vais sortir. Alors je vais mettre sur off, comme ça on va pouvoir explorer les différents espaces de couleurs disponibles. Voilà. Donc j'ai mis le HDR sur off, donc je vais vous montrer ce qu'il y a comme espace colorimétrique. Donc on a le BT709 évidemment qu'on peut éditer hein, comme dans les autres vidéoprojecteurs Sony, ce qui va permettre de l'étendre ou de le réduire hein, suivant la reproduction des matrices dans le vidéoprojecteur par rapport aux tables luttes qui sont présélectionnées. Donc on retrouve évidemment les différents modes. Le BT2020 et les fameux espaces de couleurs, espace 1, 2 et 3, sachant que normalement on le vérifiera en mesure, mais l'espace 2 devrait correspondre à ce qu'on va utiliser pour calibrer du DCI, ce qui serait intéressant puisque cette nouvelle gamme de vidéoprojecteurs Sony est indiquée comme étant capable de couvrir 95% du DCI sans filtre. Donc ça veut dire conserver toute la performance de luminosité avec un espace colorimétrique étendu DCI. Donc ça peut être intéressant suivant la manière dont on gère les films Ultra HD en amont. Soit par le lecteur, on peut peut-être faire des choses, soit par un processeur de gestion colorimétrique comme un scalaire. Et le mode custom, donc, qui est un mode on va dire vierge entre guillemets, qui nous permet de créer un espace colorimétrique de toute pièce, donc à partir de l'éditeur.
Donc, qui nous permet de déplacer en fait la coordonnée des primaires donc, dans le CIE. Donc d'étendre l'espace de couleur ou de le réduire. Et donc l'input lag réduction qui est la gestion de latence pour pouvoir jouer aux jeux vidéo avec le moins de latence possible. Tout ça, c'est des choses qu'on connaît. Bon, je vais revenir en bon élève sur le bon espace colorimétrique. Donc si on le met sur on, donc on a la latence, mais on va perdre quelques ajustements en fait qui créent de la latence dans le vidéoprojecteur. Donc ça, eh ben c'est à retenir. Hein. Bon, c'est les seules choses qui sautent. Alors, à voir, eh ben, le motion flow disparaît totalement, comme ça. C'est clair et net. Précédemment, on avait dans certains vidéoprojecteurs qui disposaient du mode Impulse, la possibilité d'avoir encore accès à ce mode Impulse quand la latence faible était enclenchée. Là, donc tout est supprimé. Donc comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté. On se retrouve dans un état du vidéoprojecteur qui permet d'avoir le moins de latence possible, sans triturer encore des éléments qui peuvent apporter une variante. Puisque dans d'autres vidéoprojecteurs qui disposent encore de sélection du motion flow avec la latence faible enclenchée, on avait encore des possibilités de réglage dans le motion flow. Et évidemment, la performance de latence n'était pas la même. Donc ce n'est pas forcément ce qui est le plus judicieux quand on veut jouer aux jeux vidéo avec la latence la plus faible possible, puisque c'est l'objectif. Alors on va aller voir ce qui se passe dans les autres menus. Alors, la gestion des aspects. Donc on est sur des nouvelles matrices qui sont au format véritablement Ultra HD, donc plus du tout 4K DCI. Donc c'est bien du 3840 par 2160 et plus du 4096 par 2160. Donc qu'est-ce qui se passe dans la gestion des ratios, donc des aspects? On a l'aspect normal qui exploite l'intégralité du matrice, donc le format 16 neuvième, et les différentes possibilités de stretching, donc du V-stretch ou du squeeze, pour utiliser des lentilles anamorphiques, ou des prismes anamorphiques, donc quand même pour pouvoir afficher du 2.35 par exemple, ou du 2.40, en exploitant l'intégralité de la résolution des matrices, ou du moins des ratios qui seront rationnels, par rapport à la présence de cette lentille. Donc les lentilles anamorphiques, pour rappel, changent en fait le ratio de l'image d'une manière optique. Donc ça permet d'afficher à partir d'une image 16 neuvième, donc pleine, une image de 35 pleine, donc sans les barres noires en haut et en bas. Le blanking, alors ça c'est les caches numériques. On va pas voir, parce que là j'ai zoomé sur les menus, donc on va pas voir ce que ça donne, mais ça permet de masquer une partie de l'image. Voilà. Donc ça peut être intéressant si on est en overscan par rapport à l'écran qu'on utilise. On s'en servira rarement de nos jours, mais bon, c'est bien que l'outil soit encore là. Donc là on est dans le menu des différents réglages, donc la position, la langue, la sélection de la langue. Allez, on va voir toutes les langues disponibles, on voit qu'il y en a quand même un petit paquet. Moi j'ai mis en anglais parce que c'est mon habitude. Puis j'aime bien les appellations anglaises du menu parce qu'elles sont... on évite les mauvaises traductions et les ambiguïtés. Donc la position du menu à l'écran, le mode altitude, donc suivant comment le vidéoprojecteur, enfin là où il est utilisé, si on est en haute altitude, la ventilation ne sera pas gérée tout à fait de la même manière. Donc là, c'est vraiment pour optimiser le refroidissement et la durée de vie de l'appareil. Remote Start, donc ça, c'est des composantes de contrôle domotique. La gestion du réseau dans le vidéoprojecteur, donc il faut l'activer et puis il faut rentrer dans différents paramétrages donc pour pouvoir rentrer dans les paramètres IP du vidéoprojecteur. Donc tout ça, ça fait partie de ça. Il faudra lire la notice quand elles seront disponibles pour vraiment voir en détail de quoi il s'agit. Bon, les modes d'économie d'énergie, ça c'est un petit peu ce qu'on avait aussi avant.
La sélection de la plage de dynamique des entrées HDMI. Alors c'est toujours pareil, on a le mode automatique, le mode limité qui correspond au mode vidéo, et le mode full qui correspond au mode informatique. Donc indépendamment d'une entrée à l'autre. Alors le type de signal, c'est encore les systèmes Sony, donc le mode standard qui n'est pas sélectionné, qui est en fait un downgrade, on va dire qu'on reviendrait à un mode fonctionnement HDMI en .4. Et là le mode Enhanced, donc qui déverrouille en fait toutes les possibilités des entrées HDMI de ces vidéoprojecteurs. Donc actuellement on est sur du 2.0 mais amélioré, puisque la compatibilité 1080p 120 Hz a été rajoutée dans les différents formats admissibles par le vidéoprojecteur, toujours dans l'optique de faire du gaming de haute qualité. Alors pourquoi pas du 4K? Parce que actuellement la PlayStation 5, donc la console Sony, qui va fonctionner forcément, on va dire, le constructeur imagine que sa console sera utilisée sur des vidéoprojecteurs et des télés de la marque, vu qu'elle ne sort pas du 4K 120 Hz. La plupart des jeux c'est du 1080p 120. D'avoir intégré les choses de cette manière, ça joue sur deux tableaux. Déjà, ça évite d'être face à des problèmes de HDMI 2.1, ça évite d'être face à la pénurie de chipset, et c'est parfaitement logique par rapport à l'écosystème matériel de la marque. Donc pourquoi pas. Donc ça c'est pour bloquer les différents réglages, hein, si on veut éviter que quelqu'un par inadvertance change les paramètres. La petite boîte à outils qui permet de positionner l'image. Donc il y a différentes versions. Nous, le vidéoprojecteur est au plafond, donc il y a un travail horizontal-vertical, mais on peut avoir une inversion horizontale ou seulement verticale, ou off. Donc off, j'imagine que c'est une position plateau traditionnelle. Donc ça veut dire que ce vidéoprojecteur, dans l'absolu, peut être utilisé aussi en rétroprojection. Ça c'est intéressant, éventuellement ça peut encore se faire. Le ratio de la lentille anamorphique qui sera utilisé, donc en plus de la gestion numérique de l'image, donc l'étirement ou l'écrasement, donc là ça donne le ratio à retenir. Si on n'active ou pas le trigger, donc ça c'est bien parce que si on n'a pas besoin de l'en couper. La gestion des récepteurs infrarouges, donc toujours deux récepteurs infrarouges pour la télécommande, en devant et en derrière, on peut sélectionner les deux. On peut avoir seulement celui de devant qui fonctionne, seulement celui de derrière. Alors pourquoi cette possibilité-là? C'est que si vous utilisez un appareil qui a des codes infrarouges qui sont similaires avec votre vidéoprojecteur Sony, il peut y avoir des conflits. Donc l'idée c'est de verrouiller le récepteur infrarouge qui risque de capter les informations de l'autre télécommande, ou de la télécommande universelle qui a été paramétrée mais qui va utiliser le même code infrarouge, et de mettre un report infrarouge qui sera isolé, donc pour éviter finalement que le vidéoprojecteur reçoive d'une manière accidentelle des instructions télécommande qui ne lui sont pas destinées. Donc de faire des bêtises, accidentellement. L'ajustement des panneaux, ça c'est quelque chose qu'on connaît, hein. Il y a plusieurs modes d'ajustement. Donc soit c'est du global, ça se fait du par zone. Moi j'ai fait un petit ajustement global sur le vidéoprojecteur. Il y avait une nécessité d'un petit ajustement de convergence, mais vraiment pas grand chose. Et là dans l'ensemble on a une image où les convergences sont quand même très bonnes, et on a un rendu très très net. Alors pour rappel, le VPL XW5000ES, c'est celui qui a la petite optique, une optique qui ressemble en fait à celle qui était utilisée sur les vidéoprojecteurs Sony 1080p, donc avec un ajustement manuel. Je pense que c'est une optique quand même qui a été étudiée pour la vidéoprojection Ultra HD, on pourra vraiment dire Ultra HD maintenant, puisque les matrices sont Ultra HD. Et on a là un très bon rendu. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le 7000, qui lui a une optique un petit peu plus complexe, plus précise, plus grosse, et qui est mais quand même plus compacte par rapport aux anciennes générations de vidéoprojecteurs Sony, et donc est adapté aux matrices qui sont plus petites. Plus petite résolution pour rappel, mais aussi plus petite taille. On a aussi donc le réglage par zone, donc qui permet d'ajuster très finement les problèmes de convergence. Donc là c'est la sélection de la matrice qui sera corrigée, et le type de lumière qu'on va afficher, donc si c'est du RGB ou simplement deux composantes. Donc ça c'est pour rentrer dans le mode d'ajustement, et le reset pour revenir en arrière. Les réglages du réseau, donc nous le vidéoprojecteur on l'a pas connecté en réseau parce que de toute façon on ne touchera pas aux ajustements, on
va dire, interne de la machine, parce que on est encore sur des modèles de pré-série et des machines qui vont partir en démo chez plein de gens. Donc on va tout laisser, ou en tout cas rendre le vidéoprojecteur tel qu'il nous a été donné. Donc on va éviter de toucher à des choses comme ça. Et donc le menu info. Le menu info donc, qui est commun à quasiment tous les vidéoprojecteurs de la marque. Donc il nous donne le modèle, le numéro de série. Donc on voit que c'est un numéro un peu particulier, c'est le 02. Donc apparemment c'est le deuxième vidéoprojecteur VPL XW5000 qui circule. Et on l'a entre les mains. Et on fait partie des premiers. Donc je suis quand même assez fier de ça. Et vous allez m'entendre le dire plein de fois, je pense, dans les vidéos, parce que c'est quand même vraiment exceptionnel et c'est super sympa de la part de Sony d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé à HCFR avant tout le monde. Donc, ça veut dire qu'ils attendent avec impatience notre tour. Et en fait, on a commencé à parler un petit peu avec eux. Mais là, je digresse et je développe des choses. Bon, on verra plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve en fait l'identification du signal en entrée par rapport à sa résolution, le type de matrissage, donc ici c'est du YCBCR 422, donc le BT709 qui est l'espace de couleurs qui est utilisé, le nombre d'heures, la version du firmware et la température de fonctionnement en degrés Celsius et en Fahrenheit. Et voilà, là on a fait le petit tour de ce que donne ce vidéoprojecteur en SDR. On va balancer maintenant du HDR pour voir ce qui se passe au niveau des menus. Donc j'ai lancé un film HDR, en l'occurrence Gemini-Man, donc ça nous permettra de voir dans le menu info que tout est bien vu en 60 images secondes, puisque ce film est en 60 images secondes. On se rend compte que le mode de preset est passé en mode HDR, qu'on a basculé automatiquement sur d'autres présélections que j'ai fait au préalable. Donc si on va dans le Cinema Pro par exemple, on se rend compte que là le laser il a été mis au maximum, puisque en HDR la puissance lumineuse du vidéoprojecteur est jamais de trop. En tout cas en résidentiel on est encore loin de pouvoir prétendre aux pics lumineux optimaux pour le HDR. Donc il y a ces quelques petits changements, donc là on n'est pas vraiment dépaysé. Contraste HDR donc apparaît à la place de contraste, donc c'est toujours le nivellement du tone mapping. Et quand on va dans le mode expert, eh bien, parce que le mode HDR est en automatique, on bascule sur le mode automatique qui a été présélectionné. L'espace de couleur passe automatiquement au BT2020. Donc tout se passe très bien, un petit peu comme avant. Voilà, donc là il n'y a pas de grande surprise. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est ce que donne le HDR sur ce vidéoprojecteur. Donc sur Gemini-Man, on voit bien que le signal est reçu en 60 images secondes. Bon, ça c'était aussi compatible avec l'ancienne gamme de vidéoprojecteurs Sony, donc on n'avait pas trop d'inquiétude. Mais c'est bien de vérifier que la bande passante est respectée. Donc ça veut dire que le film passe. Déjà à ce niveau-là, on n'a pas de problème. Donc le choix d'avoir utilisé encore des connectiques HDMI 2.0 et pas des nuits de sens. Alors je vais vous montrer ce que donne le Dynamic HDR Enhancer sur une scène qui est plutôt naturelle et lumineuse, puisque c'est une prise de vue naturelle. Donc là on est sur Off, donc c'est le rendu normal de la courbe utilisée dans le mode HDR10 avec un nivellement du tone mapping sur 60, donc contraste HDR. C'est un réglage médian qu'on a retenu qui fonctionne aussi sur la fameuse scène épreuve du film Aquaman, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais là on va faire quelques petits essais de cette amélioration de HDR, donc qui est nouvelle, qui a été améliorée, donc qui est issue du GTZ 380 et qui en plus d'identifier les zones claires et les zones sombres est capable aussi de gérer les objets, donc c'est-à-dire de vraiment différencier des points lumineux dans une scène sombre et de conserver une super luminosité, voire de l'améliorer et de conserver un maximum de contraste et de plage de dynamique. Alors pour l'instant, donc sur une scène comme ça, on passe en mode bas, on se rend compte que les choses sont améliorées, on a plus de luminosité. On conserve quand même l'information dans les noirs, il n'y a pas de clipping dans les zones claires. Bon là pour l'instant c'est pas une scène qui est très compliquée à reproduire. Donc le mode médian, on gagne encore en luminosité et en impression dynamique de l'image.
Et donc en mode haut, c'est le mode le plus démonstratif. Et là, on a une image qui est extrêmement péchue, qui est très contrastée, qui reste finalement très naturelle, surtout au niveau de la restitution des couleurs et de la saturation. Les choses ne se sont pas dégradées d'un mode à l'autre. Donc ça, c'est très important de le souligner, parce que l'idée, c'est d'avoir une image avec un rendu dynamique supérieur, donc une amélioration du HDR, mais conserver quand même le naturel de l'image et surtout de la colorimétrie. Là, c'est une scène très sombre du film. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère, parce que en tout cas nous, dans la salle, les choses elles sont assez évidentes. Donc là, on est sur off. On voit un ciel étoilé, qui a un rendu, on va dire, normal, rien d'exceptionnel, avec un bateau dans l'eau. Et si on augmente progressivement les différents modes, on va avoir les étoiles qui sont nettement plus intenses, beaucoup plus visibles, et le contraste qui est préservé. Donc les zones sombres ne sont pas du tout impactées. Et là, le processing est capable de dire, ok, il y a des petits objets lumineux dans l'image, en l'occurrence des étoiles, je vais augmenter la puissance lumineuse de la restitution de ces étoiles et pas toucher au reste. Et j'avoue, c'est assez remarquable. Alors sur ce plan-là, les choses seront peut-être plus visibles parce qu'il y a plus d'éléments. Je vais recommencer l'expérience. Donc en partant de off, donc aucune amélioration du HDR. On est sur la reproduction, on va dire, native de la courbe de gestion du HDR, donc de l'OATF. Et je vais monter progressivement du bas jusqu'au mode haut. On se rend compte qu'il y a plus de luminosité sur les objets de grande taille. Donc c'est une luminosité globale qui est améliorée. On conserve quand même le contraste, donc on ne perd pas dans les noirs, ça ne devient pas délavé. C'est assez intéressant parce que les zones très éclairées, très puissantes en luminosité, elles ne clippent pas du tout. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On continue d'augmenter, donc on conserve encore cette impression de dynamique et de noir très intense, avec les étoiles qui deviennent progressivement beaucoup plus lumineuse, mais toujours dans un fond qui reste très sombre. C'est assez exceptionnel cette manipulation de l'image. Alors c'est pas un DTM, mais on a quand même une amélioration du contraste dans un contexte HDR qui est très impressionnante. Alors une autre prise de vue parfaitement naturelle, avec très peu de travail au niveau de l'image. C'est un film, en tout cas Gemini Man, c'est un film qui a cet avantage-là d'avoir des images qui sont de très belle qualité, en plus du fait d'avoir 60 images secondes. Et là, ce qu'on constate en modulant le Dynamic HDR Enhancer, c'est une chose assez étonnante. Ça permet de gagner en relief, en détachement des plans et en naturel de l'image. On a vraiment l'impression de s'y croire. Donc là, on est sur off, donc les choses sont correctes. Et progressivement, si je monte, on va avoir donc une amélioration de la reproduction de la luminosité globale de l'image, donc de sa dynamique, en conservant les zones contrastées, comme précédemment, mais là c'est une image un peu plus complexe à gérer et plus lumineuse. Et à mesure qu'on augmente, on a l'impression d'avoir, et c'est normal, puisque la perception du sharpness, donc de la netteté, est aussi liée à l'expression du contraste intra-image. Donc là, on augmente uniquement l'optimisation de la plage du dynamique dans un contexte HDR, et on a l'impression d'avoir une image qui a plus de relief et qui est plus détaillée. Donc là, je dois avouer que ça marche très fort. Voilà, on a une scène assez exceptionnelle qui permet vraiment de se rendre compte de la performance du Dynamic Enhancer dans cette nouvelle gamme de vidéoprojecteurs Sony. Là, on a une scène qui est coupée par des éléments qui sont très lumineux et des éléments qui sont très sombres. Donc le challenge, c'est de dire, on va améliorer les éléments lumineux, ceux qui sont globalement lumineux. On va donner encore plus d'intensité dans les éléments qui sont isolés et qui sont, eux, déjà extrêmement lumineux, les petites escarpilles de l'explosion, et conserver le noir, le sombre, des zones sombres. Donc ici, le ciel en arrière-plan, qui est de nuit, donc on ne voit rien. Donc je vais moduler. Je passe au mode bas. Donc on gagne en luminosité, les escarpilles deviennent plus lumineuses, les zones très lumineuses au sein de l'explosion gagnent en dynamique, donc elles sont mises en avant par rapport au reste. Le ciel reste parfaitement noir, on a une partie de la route qui récupère un petit peu en luminosité, mais pas les parties les plus sombres. À mesure qu'on monte,
évidemment, on accentue les écarts. Et là, on est au maximum. Le ciel est resté parfaitement noir. Donc, il n'y a pas eu du tout d'action négative qui aurait pu faire monter la résiduelle dans cette image-là. Les éléments qui sont déjà un petit peu éclairés deviennent encore plus lisibles grâce à une rehausse de la dynamique. Les éléments isolés, donc les escarpilles et les parties très lumineuses de l'explosion, là c'est extraordinaire. On a eu un gain séparé de tout le reste indépendamment qui est énorme. Donc elles sont visibles comme c'est pas possible. Et les parties sombres, donc qui sont discrètes de l'image, sont restées sombres et discrètes. C'est-à-dire qu'on a là vraiment une optimisation de la dynamique de l'image par élément et par objet. C'est ce que Sony décrit en fait dans la brochure et c'est exactement ce qui se passe ici. Alors je vais vous proposer maintenant de passer les tests plus conventionnels qu'on connaît, la fameuse scène du vitrail d'Aquaman et la scène des chevaux du Blu-ray Spitzer Moonsil, qui est le Blu-ray test absolu pour savoir comment le HDR est géré dans un diffuseur. Voilà donc le fameux Blu-ray Ultra HD Spitzer Moonsil qui permet donc de tester des contenus HDR dans différentes mises en conformité. Donc tout ce qui va nous intéresser évidemment sont les 3K les plus fréquents. Donc le 10 000 nits en BT 2020, donc qui représente on va dire le pic absolu de ce que le HDR sera capable de faire un jour, en tout cas ce qui est prévu par la norme aujourd'hui, du 4000 en BT 2020 et du 1000 en BT 2020, puisque là il s'agit des deux contextes les plus traditionnels. On va éviter le Dolby Vision et le HDR10+, puisque les nouveaux vidéoprojecteurs Sony ne sont malheureusement pas compatibles ni avec l'un ni avec l'autre de ces standards de HDR dynamique. Alors on va commencer par l'épreuve, donc les 10 000 nits. Et on va basculer automatiquement, enfin rapidement, sur la scène des chevaux, parce que c'est celle qui nous intéresse le plus. Donc la fameuse scène des chevaux, avec notre présélection qu'on a établie préalablement, donc avec le paramètre de contraste HDR à 60, c'est-à-dire la position du tone mapping sur 60, avec la courbe de OTF dite HDR10 dans le vidéoprojecteur, et l'amélioration du HDR sur off, donc le dynamique HDR Enhancer sur off. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une image qui est correcte, mais qui pourrait être meilleure. Bon, c'est vrai que cette épreuve-là, en 10 minutes, est quand même assez complexe à gérer. Malgré tout, on a quand même l'information dans l'arrière-plan. Il manque un peu de détails dans la neige. On voit que ça clip. Bon, c'est pas parfait. Qu'est-ce qui se passe si on passe en mode HDR référence? Bon, là ça clip beaucoup. Bon, c'est normal parce que le mode HDR référence est fait pour restituer des films qui sont encodés, en tout cas étalonnés, dans un contexte HDR 1000 nits. Et là, on est sur un contexte 10 000 nits. On est très loin du compte. Donc, c'est pas fait pour. Donc, on va revenir sur le mode HDR10. Là, on fait des expériences. On analyse un petit peu comment les choses se passent. On va voir ce qui se passe juste en touchant finalement contraste HDR. Parce que ça, c'est le nivellement du tone mapping. Et plus on le baisse, évidemment, et plus on récupère en détail de l'image. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il va falloir passer forcément contraste HDR à 40. Parce que là, il s'agit vraiment d'une épreuve. Et des films qui sont réellement contenus et étalonnés dans un contexte HDR 10 000 nits, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, j'en connais pas qui soit significatif et qui soit aussi contraignant que cette épreuve de ce disque. Mais en tout cas, ça veut dire qu'en touchant les bons paramètres, on arrive à faire ce qu'il faut. Parce que là, à 40, on a toute l'information de l'arrière-plan. On a la neige qui est parfaitement visible. Alors on va rester sur ce mode. Et puis on va continuer à explorer. Et on va moduler l'amélioration. Donc le Dynamic HDR Enhancer. Et on va voir ce qui se passe. Alors on gagne en puissance lumineuse. Et les choses sont quand même pas mal. Ça reste très lisible. On gagne en luminosité, mais ça reste bien. Donc c'est valide. Alors on va faire une autre expérience. Je vais le rebouger. Contraste. HDR, donc le tone mapping, je vais le remettre à 60. Et là on voit que ça clip quand même plus. Alors, je vais revenir sur l'amélioration dynamique. Donc là on est sur O.
Au préalable, on était sur off. Off, on récupère de l'information, et plus on augmente, et plus on perd. Donc ça veut dire qu'en fait, le Dynamic HDR Enhancer et le contraste HDR fonctionnent conjointement. C'est-à-dire que si on a déjà une position du tone mapping qui crée du clipping, le HDR Dynamic HDR Enhancer, lui, n'améliorera pas, dans le cas de ces nouveaux vidéoprojecteurs Sony, n'améliorera pas le clipping. Il aura même tendance un petit peu à l'accentuer. Alors que si on est sur une base, on va dire, saine, entre guillemets, compatible avec le contenu, là, tout se passe très bien. Bon, c'est une petite particularité. On va changer le mode, on va regarder les autres modes. Donc on va passer à un affichage HDR étalonné 4000 nits et basculer sur la scène des chevaux. Alors déjà, tout est mieux. Hein. Il faut reconnaître qu'on a une image qui est nettement plus lisible. On a beaucoup plus d'informations dans l'arrière-plan. Et la neige a plus de détails que ce qu'on avait précédemment. Alors, si je passe en HDR référence, bien là, parce que les choses sont plus favorables, on a une image qui gagne en luminosité et on ne perd pas en information. Il n'y a pas le clipping qu'on a eu précédemment. Donc ça veut dire que dans les cas extrêmes, il faudra faire attention au type de HDR qu'on va utiliser. Par contre, dans des cas qui sont favorables au mode de fonctionnement du HDR dit référence, ben ça peut être une alternative. Parce que là, en mode référence, on a étrangement plus d'informations. Les choses sont déjà plus visibles, plus nettes, alors que on est dans un contexte à 4000 nits. Hein, c'est pas encore ça. On va rester comme ça, on va faire comme si on optimisait. On va revenir sur le contraste HDR et on va l'augmenter. Et là, ça clip. Forcément. Puisqu'on n'est plus dans le bon, dans la bonne PQ. Donc la bonne courbe, c'est pas ça, c'est HDR10, on revient sur HDR10. Là, on n'a quand même pas beaucoup d'informations. Les choses sont clippées. Pourquoi? Parce qu'on est resté... on est resté sur une amélioration HDR haute. Donc si on la rebaisse, alors on retrouve de l'information. Alors on est un petit peu dans le même cas de figure que précédemment. C'est-à-dire qu'il va falloir niveler et baisser. Donc ça veut dire quand même que, un petit peu comme précédemment, tous les ajustements HDR dans le vidéoprojecteur Sony sont liés. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire attention à ce qu'on fait. Et très probablement, l'idée d'avoir un profil unique pour le HDR comme précédemment, ça va demander de faire des compromis. Donc la série 90 n'était pas parfaite déjà sur ce niveau-là. D'ailleurs, même avant, c'était pas encore parfait. Et il fallait songer à deux profils. Alors ce sera encore plus ou moins le cas avec cette nouvelle série vidéoprojecteur Sony. Sachant quand même que la restitution HDR est globalement supérieure, elle est plus péchue. Alors on va passer au contexte 1000 nits, qui est le contexte le plus traditionnel. Mon dernier test sur le Blu-ray Spicer Mounsil, contexte HDR 1000 nits, donc ce qu'il y a de plus courant avec le 4000 nits. Allez, on passe directement à la scène des chevaux. Bon, sans toucher grand chose, il faut reconnaître que c'est tout de suite mieux. C'est normal, puisque là on est vraiment dans une situation de reproduction du HDR qui est très facile. Alors si on bascule sur HDR référence, bon, c'est nickel, forcément, puisque là on est vraiment dans ce que le HDR référence est capable de faire. Alors tout à l'heure, on avait un petit peu triché, en limite, puisqu'on est dans le contexte favorable à HDR référence, on va rester dessus. On revient en arrière. Pourtant, contraste HDR cette fois-ci est sur 60. Alors je vais l'augmenter pour voir ce que ça donne. Bon, ça fait clipper, mais ça ne fait pas clipper tant que ça, puisqu'on garde toutes les informations de l'arrière-plan. C'est surtout la neige qui a un niveau de luminance très élevé qui clippe. Mais on est nettement plus favorable, et là les choses sont plus faciles, sont plus fonctionnelles. Donc on confirme l'optimisation du HDR
sur cette génération de vidéoprojecteurs Sony reste tributaire en fait des différents contextes HDR, et l'idée de créer deux profils sera, je pense, une bonne idée. Allez, on va voir ce que donne l'amélioration dynamique. Alors, on finit par faire clipper l'avant-plan. Donc pareil, il va falloir être prudent sur ce qu'on fera pour rendre le HDR plus plaisant en ayant un minimum de pertes, donc de clipping. Allez, maintenant on va passer à la fameuse scène d'Aquaman, la scène du vitrail, la scène la plus facile à utiliser pour ajuster du HDR, on va dire avec quelques compromis. Alors pour analyser cette scène, je vous propose qu'on fasse les choses un petit peu différemment par rapport à d'habitude. On va voir ce qui se passe en changeant en fait les différents modes. Alors c'est ce qu'on a fait un petit peu précédemment, mais d'habitude cette scène on l'optimise en sachant ce qu'on fait. Mais là on va un peu explorer, on va être un peu candide et on va faire comme si on ne savait pas trop ce qu'on faisait. Donc là on est sur le mode HDR10, donc on a cette restitution là du fameux vitrail qui n'a pas de clipping, enfin en tout cas très peu. C'est très acceptable. Le Dynamic HDR Enhancer est sur haut. Alors, je vais dire que je vais le baisser. Et là, en le baissant, c'est très bien parce que du coup, on se rend compte qu'on touche au contraste, à la dynamique de l'image. On améliore les différences qu'il y a entre les zones sombres et les zones claires en faveur des zones sombres. Et donc ça permet d'avoir des zones claires qui sont plus mises en avant. Mais le vitrail, lui, ne part pas en détail. Donc on va rester sur le mode haut. On dit qu'on explore, on découvre, on apprend. Là, donc le contraste HDR, c'est le mode 60. C'est ce qu'on a défini préalablement, justement par rapport à cette scène. Si je l'augmente, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça clip. Donc je vais le baisser. Plus je le baisse, et plus je récupère en information, évidemment. Mais aussi, je perds forcément à un certain stade la luminosité globale de l'image. Donc en fait, il faut faire des compromis. Donc là, on revient sur 60, puisqu'on a décidé au préalable de mettre sur 60. C'est ce qui me semble être le point milieu où on perd pas trop et on gagne quand même suffisamment. Donc on va dire qu'on a fait ce qu'il fallait. Et maintenant, on va un petit peu faire les idiots. Allez, qu'est-ce qui se passe si je passe en HDR référence? Ah, ça clip. Bon, mais je veux rester en HDR référence parce que j'ai décidé de rester en HDR référence. Bon, je reviens en arrière. Forcément. Et là, je vais aller dans la gestion du Dynamic HDR Enhancer, qui est sur haut. Et je vais baisser. Et en baissant, ça clip un peu moins. On récupère de l'info. Parce que, à la base, la courbe donc, de l'OETF n'est pas gérée de la même manière. Et on va dire que bon, je veux rester sur ce mode, même si c'est pas le bon choix pour ce film-là. Et je vais baisser. Voilà. Mon contraste HDR pour récupérer de l'information. Et on se rend compte qu'on va se retrouver à un moment donné dans un point où la restitution en mode HDR10 est similaire, mais évidemment, il y a trop de contraintes. Dès qu'on monte, ça clip tout de suite. Alors, je vais sortir de là. Je vais aller au cinéma. Donc je vais voir ce qui se passe en touchant. Ah, ça clip de trop. Donc ça marche pas. En tout cas sur ce film. Ça ne marche pas. Donc c'est pas bon. La bonne gestion, elle se fait toujours par commencer par choisir la bonne courbe HDR, toucher au contraste HDR, c'est-à-dire auto mapping, trouver le réglage qui permet d'éviter le clipping, mais d'avoir quand même une image bien péchue et détaillée, et ensuite le Dynamic HDR Enhancer qu'on peut mettre sur haut si les autres réglages sont bons et correspondent. Voilà pour le HDR. Pour le VPL XW5000, prochaine vidéo sera consacrée au 7000. Stranger to